Merci beaucoup pour cette présentation en Nouchi. Merci à Opademos de m'avoir invité. C'est une excellente opportunité pour nous de venir ici parce que vous parlez de démocratie en déclin. Nous avons sorti récemment un rapport sur le Sénégal, un modèle démocratique en déclin. Nous avons lu beaucoup de choses d'ailleurs. Je voudrais aussi saluer très chaleureusement les représentants des États, de la CEDEAO, de l'Union africaine, saluer très chaleureusement mes amis de la société civile. Et je commencerai d'ailleurs par là, la définition de la démocratie comme activité civique. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est d'ailleurs ce qui a précédé tout en matière de démocratie, ce qu'on appelle la souveraineté de défiance, la souveraineté d'empêchement. Dès le Moyen-Âge, ce qu'on appelle le droit à la résistance contre la tyrannie et également les régimes absolutistes. C'est à partir de là qu'on a commencé à construire ce qu'on appelle l'état de droit. Donc c'est extrêmement important, les activités civiques. La démocratie aussi comme un régime, un ensemble de procédures et d'institutions qui mettent ensemble ce qu'on peut appeler un en commun. Ce qui nous appartient à tous, la res publica, avec ses institutions, avec ses valeurs, avec son mode de fonctionnement et avec également ses acteurs. Et nous avons tout ça, quand nous regardons bien ce qui se passe chez nous, tout ça est en crise. Définir également la démocratie comme une forme de société. C'est extrêmement important, la démocratie comme une forme de société, c'est Tocqueville. La démocratie comme la qualité politique. Elle définit un état de conduite, des valeurs, une éthique. Tout ça aussi est en crise chez nous. La démocratie a été pensée à partir des pouvoirs exécutifs et à partir de l'état de droit. Dans le cadre de la lutte contre les pouvoirs monarchiques, de droit divin et des pouvoirs absolus et arbitraires. L'état de droit, c'est d'abord le respect de la règle de droit par l'État et le respect du règne du droit, le respect de la primauté du droit et de la loi par l'État lui-même. Et j'ajoute, il faut que la loi et le droit soient également conformes aux normes relatives aux droits humains. Parce que la question des droits humains, il faut toujours l'intégrer dans la crise démocratique et dans la crise de l'état de droit. La démocratie, on nous dit que c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela dit tout le problème de la définition de l'objet et du sujet de la démocratie qui est le peuple, considéré comme un objet indéterminé. Une détermination d'ailleurs qui montre le caractère inachevé de la démocratie et l'entropie structurelle de la démocratie, qui est à la fois promesse et désenchantement. C'est-à-dire que la démocratie n'est pas achevée. La démocratie dysfonctionne. Et il me semble que c'est une donnée qu'il faut voir pour voir comment il faut améliorer la démocratie, comment il faut corriger les questions de crise démocratique auxquelles nous sommes confrontés et par quels moyens il faut le faire. La démocratie est un idéal qui appelle de la part de tous son amélioration, sa correction par un exercice permanent de la pensée, un exercice permanent du débat public, de la délibération, des interactions sociales qui permettent de construire collectivement notre réalité et nos systèmes de représentation. Pour dire effectivement que la construction d'un monde possible, ça commence par la pensée. Le processus, c'est ça. On ne peut pas changer le monde réel sans auparavant passer par cet exercice auquel aujourd'hui nous sommes soumis. C'est très important et il me semble que ce qui manque, c'est ça. Quand on regarde les organisations des droits humains qui ont commencé ici en Afrique à travailler sur la question des problèmes de la crise démocratique, ces organisations sont formées tardivement. Donc, on a un rattrapage à faire sur la question de la pensée démocratique. Je
peut-être commencer aussi par un contexte, le contexte géopolitique. On ne peut aborder de façon pertinente et rigoureuse la question de la démocratie en Afrique de l'Ouest francophone sans l'inscrire dans un contexte historique de mutation démocratique et géopolitique, un contexte de crise globale, cumulative, agrégative, complexe et connectée de la démocratie représentative, de l'état de droit, des droits humains, des institutions, de la gouvernance et de la sécurité au plan mondial, régional, et en même temps dans un contexte de révolution technologique avec Internet et l'intelligence artificielle, sans oublier les questions relatives au changement climatique et au réchauffement de la Terre, bien entendu. La question de la survie du vivant, qui n'est plus une question abstraite aujourd'hui. Les mutations démocratiques, géopolitiques et technologiques, j'entends par là la révolution numérique, offrent peu de lisibilité sur les crises, sur les sorties de crise, du fait de la vulnérabilité croissante et des dysfonctionnements des mécanismes de régulation internationaux, régionaux, de prévention, de gestion et de médiation des conflits. Vous êtes là, M. Sidier, de ECOWAS, à Siedou. On vous a cherché vainement quand on était à Abuja. Dans les années 2000-2008, votre poste était occupé par notre ami Abdel Fattah Moussa, qui avait un courage extraordinaire pendant les crises et qui arrivait à travailler main dans la main avec la société civile, ce qui n'existe plus. À la CEDEAO, comme il dit, je suis un vieux père, on travaillait avec les États, on travaillait avec les États-majors des armées de toute la CEDEAO. Les gens de WANEP sont là, parce que moi je suis membre fondateur de WANEP aussi. Et il me semble que tout ça a disparu. Il me semble que cette forme de travail qui regroupe à la fois les universitaires, la société civile, qui regroupe les représentants des États, qui regroupe les militaires, cette forme de conversation, je pense qu'il faut absolument la reprendre aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. Et qui regroupe aussi les jeunes. Les jeunes ont une culture totalement différente aujourd'hui qui impacte la géopolitique de la sous-région et également les différents problèmes que nous avons, nous y reviendrons. Donc pour me résumer, je dis tout simplement, nous sommes dans un monde totalement déréglé. Et lors d'une conférence de tous les experts des Nations Unies, M. Volker Türk, qui est le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, reconnaît que le contexte mondial actuel est encore pire que pendant la guerre froide. Parce qu'il dit que pendant la guerre froide, il y avait des normes. Aujourd'hui, il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de respect des normes, y compris par les grandes puissances internationales. Deuxième problème, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on essaie de voir les connexions entre les défis géopolitiques, les défis sécuritaires, les défis démocratiques avec les coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Donc le premier défi géopolitique que je souligne, et il me semble que c'est extrêmement important, c'est l'absence d'une géopolitique de l'Afrique capable de résister aux jeux d'influence grandissantes des grandes puissances impériales. Dès qu'on dit, bon voilà, sommet Afrique-Europe, sommet Japon-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet, etc. Mais il nous faut sommet Afrique-Afrique pour dire quelle est la géopolitique de l'Afrique et comment résister aux influences qui aujourd'hui sont en train de faire exploser les institutions régionales et sous-régionales. Et je reviens sur les années 90-2000. Dans les années 90-2000, quand la CEDEAO prenait une position, l'Union africaine prenait une position sur un État, sur des sanctions, mais le monde entier suivait. Tout le monde suivait. Il n'y avait pas de problème Est-Ouest. Aujourd'hui, quand il y a un coup d'État militaire, qu'est-ce qu'on voit? C'est là aussi où il faut réfléchir sur les populismes de type militaire que nous avons aujourd'hui. Comment ils fonctionnent et comment ils résistent et comment ils se jouent aussi de la géopolitique. Il me semble que ça aussi, ça fait partie des contradictions sur lesquelles nous devons réfléchir ensemble, en toute indépendance. C'est extrêmement important. Et ensuite aussi, les jeunes.
pouvons pas nous dire, bon voilà, parce que le populisme, c'est tracer une démarcation très nette. Les gens disent entre les élites, entre le système et l'antisystème. Aujourd'hui, de plus en plus, le vocabulaire antisystème et système sort. Ce n'est pas un vocabulaire qui nous appartient. Ah oui. Démarcation entre les élites et, bien sûr, le peuple. Démarcation entre les étrangers et les nationaux, la xénophobie qui envahit l'Europe à l'heure actuelle. C'est un des grands problèmes que nous avons. Mais nous, maintenant, on a une démarcation entre l'Afrique et la France, l'Afrique et l'Union soviétique, excusez-moi, et la Russie. Il me semble que c'est des questions également que nous devons voir, parce que tout simplement, quelque part, il y a un problème d'échec de l'éducation et de la formation. Et il faut peut-être voir depuis quand ça date. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des partis politiques qui n'ont plus d'objectifs, qui n'ont plus de vision, qui n'ont plus de programme, qui n'ont plus d'objet, et que la politique, ça consiste tout simplement à se dire, tiens, ça notre démocratie, c'est la démocratie électorale. On gagne, on prend tout. Il me semble que ça, c'est un problème sur lequel il faut réfléchir, parce que ce qui est pointé de façon très nette aussi chez nous, c'est ce qu'on appelle le déclin de la performance démocratique des élections. On vient de Sierra Leone, on a vu comment ça s'est passé. Le Nigeria, on sait comment ça s'est passé. Ici, avec le troisième mandat, on sait comment ça s'est passé, parce que la question du troisième mandat et de la limitation des mandats, ça fait partie également des crises concrètes que nous rencontrons dans la sous-région, parce que quand ça se passe, nous avons effectivement de l'autoritarisme, nous avons une répression, nous avons la fermeture de l'espace civil, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'échange, il n'y a que le rapport de force. Et les coups d'État militaires, c'est quoi? C'est l'exacerbation des rapports de force. Parce que ce sont les forces spéciales elles-mêmes qui viennent prendre le pouvoir. Il me semble que ça aussi, ça donne à réfléchir sur la question des coups d'État militaires. Et les coups d'État militaires, il faut quand même regarder un peu ce qui se passe dans les pays en donnant peut-être des chiffres. Et voir comment ça s'est accéléré pendant les crises sécuritaires. Au Mali, on a 5 coups d'État militaires dans le pays. Et pendant la crise sécuritaire, on a eu 2 coups d'État militaires. Au Burkina Faso, au total, je dis. C'est-à-dire que nous avons des pays où, écoutez, la culture du coup d'État militaire existe, où les régimes militaires ont été la norme. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Niger, c'est le cas de la Guinée, c'est le cas du Burkina. Les régimes militaires, c'est la norme, les régimes civils, c'est l'exception. Et effectivement, il y a une multiplicité de coups d'État militaires pendant la période sécuritaire. Au Mali, au Burkina, on attendait le Niger, c'est arrivé. Donc la connexion entre crise démocratique, crise de la gouvernance, crise de la sécurité et crise des institutions est nettement, comment dirais-je, claire. Donc j'ai parlé des élections, j'ai parlé du troisième mandat, c'est pour aller vite. Il faut parler des insurrections. Il y a eu le printemps arabe. Regardez partout pendant la période du printemps arabe, quels sont les États qui s'en sont sortis. Bon, la Tunisie, ce que ça a donné aujourd'hui, l'Égypte, ce que ça a donné aujourd'hui, le Soudan, ce que ça a donné aujourd'hui, le Burkina Faso, ce que ça a donné aujourd'hui. Chez nous, nous avons beaucoup de tentatives, mais ce sont des tentatives avortées. Et effectivement, derrière les tentatives et tout ce qu'on a vu, c'est le troisième mandat. La question du troisième mandat, du point de vue des crises que nous traversons, font partie des principales crises que nous avons. Et ce qu'on constate aussi, c'est, si vous voulez, cette espèce d'impuissance à la fois de la CEDEAO, de l'Union africaine, liée à quoi? Liée par la question de la légitimité des gens qui prennent des sanctions. C'est que le coup d'État,
On dit que c'est un coup d'État militaire. Très bien, c'est très clair, on agit. Mais il y a d'autres formes de coup d'État. Le troisième mandat, c'est un coup d'État. La manipulation des institutions pour rester au pouvoir ad vitam aeternam, c'est un coup d'État. Vous avez des États où il n'y a jamais eu d'alternance, où c'est une seule famille qui a régné. Alors, quand ces gens-là s'assoient pour dire, mais maintenant on va donner des leçons aux militaires, ça pose des problèmes. C'est paradoxe, il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte pour voir comment nous pouvons créer des légitimités et de la confiance par rapport, effectivement, et stabiliser. Maintenant, comme effectivement, il faut aller vite, nous avons également les pouvoirs présidentiels hypertrophiés, avec un présidentialisme exacerbé, avec des chefs d'État qui ont pratiquement des pouvoirs sans limite. Ça veut dire que nous ne sommes même pas dans le système libéral de Montesquieu qui dit que le pouvoir arrête le pouvoir. Et Montesquieu va plus loin. Il dit que même dans le cadre de l'éthique, il faut des limites. Même dans le cadre de la morale, il faut des limites. Donc c'est extrêmement important qu'on réfléchisse, qu'on repense les hyper-présidentialismes. Parce que quand vous avez un hyper-présidentialisme, pratiquement vous n'avez plus de séparation des pouvoirs. Vous avez un parlement, on dit, c'est le parlement, c'est les députés du président. La justice, n'en parlons pas. Totalement assujetti. Et ça aussi, c'est des questions de fond qu'il faut voir. Maintenant, il y a une question, je viens sur la sécurité, je l'ai sauté un peu. C'est-à-dire, l'incapacité de l'Union africaine, l'incapacité de la CEDEAO, l'incapacité des Nations Unies, l'incapacité de la France à régler la crise de la CEDEAO participe également des crises que nous vivons, notamment de la défiance qu'il y a. Et je pense que la défiance absolue, on l'a au Mali. Moi, je ne parle pas en tant qu'expert indépendant, je parle en tant que fondateur de Africa Job Center, donc en tant qu'homme libre. Donc, au Mali, expert indépendant, je voudrais qu'on... Je vais revenir un peu aux recommandations parce que j'ai dégagé un certain nombre de pistes que tout le monde connaît. J'ai déjà donné à mon ami les pathologies de la démocratie. Je remercie encore aussi mon ami Canela et Mathias, qui ont quand même publié ça en anglais et en français, qui ont publié également le Sénégal, déclin d'un modèle démocratique, où nous analysons toutes ces choses-là que vous pouvez voir. Donc, je voudrais dire, d'abord, il faut partager avec les États, les institutions régionales et internationales, de même que les organisations de la société civile africaine et internationale, les conclusions et recommandations de ce colloque. Et je pense que ce colloque va quand même sortir un appel dans le cadre de la situation extrêmement difficile que vit la sous-région, notamment exacerbée au Niger, où nous pouvons même avoir une confrontation armée. Les gens sont divisés là. La situation au Niger est explosive. Situation explosive également au Sénégal. Comment nous pouvons travailler à renforcer la crédibilité, la légitimité de nos institutions régionales et sous-régionales, qui sont dans la peine aujourd'hui. C'est extrêmement important. Concernant le défi géopolitique, il faut rapidement que les universités, les intellectuels, la société civile aident les États à élaborer une géopolitique africaine capable de résister aux pressions et à l'influence des grandes puissances mondiales et des puissances émergentes. Il n'y a pas que les puissances mondiales. Parce que dans la géopolitique, il y a la géopolitique de la religion. Et il me semble que les conflits que nous avons, c'est lié également à des idéologies qui arrivent là où il y a pratiquement un vide culturel. Mais comme les bobs l'éponge. Et ça aussi, ça exacerbe les crises communautaires que nous avons sur place. Si nous n'avons pas de réponse à la formation, à l'éducation, y compris à la formation des partis politiques et à la formation de la société civile, à la formation de nos élites. Aujourd'hui, ce qu'on rencontre,
et moi j'en fais effectivement toujours les frais, ça veut dire qu'on a un rejet des intellectuels. On considère que les intellectuels, surtout formés à l'Occident, sont les responsables de ce qui arrive. On les confond même avec les élites politiques. Il me semble que cette question-là, nous devons également l'adresser ensemble par la réflexion. Concernant les défis de la démocratie, il faut passer à une culture et une pratique démocratique réduite à la démocratie électorale. En élargissant le champ de la démocratie, c'est extrêmement important. La démocratie représentative électorale est à la peine partout dans le monde. La démocratie représentative électorale en Afrique chez nous est à la peine. Quand j'ai vu, après les élections présidentielles au Ghana, qu'il y avait des problèmes, des élections législatives, où les gens ont contesté, j'ai dit ça ne va pas. Parce que le Ghana, c'était un modèle pour nous. Je ne parle pas du Nigeria, je ne parle pas ailleurs. Donc, et puis, élargir. Je veux dire que l'espace civique, il faut l'élargir. Nous ne pouvons pas avancer en fermant l'espace civique. Nous ne pouvons pas avancer en essayant d'exclure des segments entiers de la société. Il y a les institutions et il y a les questions sociologiques auxquelles nous sommes confrontés et il faut également en parler. Repenser l'hyperprésidentialisme. Repenser nos armées. Il faut repenser nos armées. Ça, c'est extrêmement important de revoir comment nous pouvons, ce que nous n'avons pas, c'est le grand problème de l'Afrique, la souveraineté sécuritaire. Par rapport aux problèmes sécuritaires que nous n'avons même pas une stratégie sécuritaire régionale. Nous n'avons pas de stratégie sécuritaire nationale qui marche. Et puis, nous nous trompons même de diagnostic. Depuis le début, on l'a dit. Moi, je me rappelle, j'ai été invité à l'IRIS. Et quand je parlais des problèmes de Barkhane, tout le monde s'est levé pour dire on défend notre armée. J'étais à Paris. J'étais expert indépendant. Je suis arrivé en 2018. 15 000 de Barkhane, de l'aménagement. Les gens de Barkhane, 6 000. Il y avait comme on dit, GNC5 Sahel, les armées. Mais chaque fois que je venais, il y avait une détérioration de la situation sécuritaire dans les pays. Je dis, mais ça ne va pas. Et les Africains ne font que suivre et appliquer des stratégies venues de l'extérieur et qui ne marchent pas. Voilà le problème qu'on a. Comment construire une souveraineté sécuritaire africaine, holistique? Parce que aussi, la sécurité, ce n'est pas seulement les armes et les militaires. Comment faire en sorte que chaque Africain se dise « je suis responsable de la sécurité du continent ». Si on y arrive, je pense que ça marchera. Voilà, nous n'avons pas parlé des droits économiques, sociaux et culturels. C'est que nous avons toujours travaillé sur l'état civil. Il faut articuler les impératifs de l'état civil et de l'état social. En réalité, quand on analyse les colères, les frustrations, c'est effectivement à partir du fait qu'il y a une bonne partie de la population ou de la société rejetée, complètement rejetée. Et quand j'ai travaillé avec Amnesty, je suis parti pour dire, mais comment vous expliquez Boko Haram? Ils m'ont répondu, mais un homme qui est par terre, il ne peut plus tomber. Il dit non, à terre, il ne peut plus tomber. Ça veut dire, quand nous avons des jeunes qui disent nous n'avons plus rien à perdre, et c'est ça qui arrive chez nous, les Sénégalais le savent très bien. Les gens, ils prennent le bateau, ils savent qu'ils vont mourir, mais ils y vont. Ils reviennent et ils recommencent. C'est-à-dire que quand on arrive à cette situation de désespoir par rapport au propre continent où on dit mais on n'a pas d'avenir, on n'a pas d'horizon, il me semble que aussi c'est un moment où nous devons, sur la question de l'état social, réfléchir. Parce que les droits humains, c'est indivisible, c'est connecté. Et bon, il y a Cynthia Fleury qui dit mais il faut construire un état social de droit. J'aime bien ça. Construire un état social de droit.
Enfin, nous, on est en train de travailler avec toute la problématique du Caire, ce qu'on peut appeler un État bienveillant. Parce que si Thiaferi dit aussi, le sujet qui connaît une grave érosion de son moi n'est pas capable de supporter l'état de droit. Il dit que l'état de droit, c'est un sujet qui jouit de sa conscience, qui jouit de ses responsabilités, qui peut aussi supporter l'état de droit. Là où les sujets sont délaissés, comme à Boko Haram, comme ailleurs, ils n'ont plus le souci de l'état de droit. En réalité, c'est des sujets qui sont perdus. Voilà très rapidement ce que je voulais dire, mais je suis un littéraire, je ne suis pas un homme de droit. Merci.